Voilà, alors, la Pologne, pays témoin de la Shoah, j'ai j'ai essayé de me poser la question sur cet intitulé. Euh, alors, j'attends juste que la dame qui vienne entre, puisqu'elle m'avait demandé de ne pas commencer avant qu'elle ne soit là. Donc voilà, je commence maintenant que vous êtes là. Voilà, et j'ai essayé de... J'ai lu des bouts du livre de François Azouvy, qu'il m'excuse de ne pas l'avoir lu dans la totalité, je l'ai eu tardivement, et j'espère avoir compris quelque chose qui me permette d'entrer dans mon propos. Euh, Peut-être l'ai-je mal lu, il le dira lui-même, je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de commencer cette réflexion avec la question suivante, qui est une question issue de son livre. Y a-t-il eu mythe du grand silence en Pologne, refoulement et retour du refoulé? Je me suis posé les questions que j'ai vues dans son livre, qui sont des questions auxquelles il s'adresse lui aussi, et je me suis demandé, est-ce que ce sont des catégories qui collent avec la Pologne? Et au fond, oui, on pourrait le penser. C'est un paradigme, hein, puisque c'est un mot qu'on aime employer, enfin disons une clé pour parler plus modestement, c'est une clé qui s'applique tout à fait, tant il existe des mécanismes semblables à ceux décrits dans le livre de François Azoulay. Euh, alors, je dis bien des apparences. D'abord, apparente glaciation sur le thème de la Shoah de 1945 jusqu'en 1989. Et puis ensuite, une irruption en force dans l'espace public. Une irruption multiforme que je vais vous énumérer pour que vous le... Je suis sûr que tout le monde ne sait pas ce qui se passe en Pologne en termes d'irruption sur une réflexion concernant le génocide des Juifs. D'abord, il existe une revue. D'abord, il existe une école historique maintenant. Alors, évidemment, mes collègues polonais sursauteraient si on leur dit qu'ils sont une école. Ils ne sont sûrement pas une école, mais il y a un groupe d'historiens qui publie depuis une dizaine d'années une revue qui s'appelle Extermination des Juifs, ni plus ni moins, qui est une revue qui, dès le premier numéro, a acquis droit de cité dans les revues correspondantes, hein, celle de Yad Vashem ou Genocide Studies, une revue de très grande qualité, de plusieurs centaines de pages, où l'on retrouve un certain nombre de thèmes sur lesquels cette équipe travaille, que je vais énumérer rapidement. Par exemple, ils ont beaucoup travaillé sur le ghetto de Varsovie. Alors me dira-t-on, mais on sait tout sur le ghetto de Varsovie. Eh bien non. Sur le ghetto de Varsovie, ils ont renouvelé une réflexion à partir de sources qui étaient là. Les sources sont toujours là. Il suffit d'aller les chercher et de se poser les bonnes questions. Alors, par exemple, ils ont écrit un livre sur le ghetto de Varsovie, le guide d'une ville qui n'existait pas, qui est un guide du ghetto de Varsovie, habitat après habitat, maison après maison, qui habitait dans tel et tel immeuble, quelles étaient les institutions du ghetto, enfin un travail assez systématique, très intéressant, qui maintenant est un petit peu daté, mais qui a été traduit en anglais. Récemment est également sorti un livre sur l'autre organisation de résistance du ghetto de Varsovie. Vous savez que dans le ghetto de Varsovie, il y en avait deux. Celle qui est connue, qui est celle de l'organisation juive de combat, avec à sa tête Edelman, Anielewicz. Mais on connaît beaucoup moins l'organisation du Bétar, l'Union juive de combat, qui était vraiment très très peu élucidée. Récemment, il vient de sortir un livre là-dessus. Une biographie du président du Conseil juif de Varsovie, Tcherniakov. Un livre sur la délation. Je dis ça en vrac. Des livres sur les paysans et les juifs, qui sont des livres très très intéressants parce que nous avons une certaine idée de l'univers des paysans qu'on connaît mal. On sait que les paysans n'étaient pas très Jewish friendly, mais en réalité, la situation des sociétés paysannes en Pologne sous l'occupation allemande est extrêmement complexe et fait intervenir des tas de mécanismes
sur lesquels on peut éventuellement revenir dans la discussion, mais il y a vraiment des livres très très intéressants sur l'attitude des paysans à l'égard des Juifs qui viennent demander de l'aide. Vous avez aussi des travaux sur l'identité. Qu'est-ce que c'est que être juif sous l'occupation et avoir un nom d'emprunt, avoir une identité d'emprunt, et se pose la question de garder cette identité d'emprunt ou de la jeter après 1945. Et il y a beaucoup de gens qui ont gardé leur identité d'emprunt. Il y a un livre très intéressant d'entretien avec ces gens qui ont caché leur nom pratiquement jusqu'à leur mort. Et sur un plan littéraire, il y a un livre d'un écrivain polonais qui s'appelle Tuszyńska, qui a été publié en français, qui s'appelle Histoire familiale de la peur, qui s'adresse justement à ces identités révélées et qui troublent beaucoup les enfants et même parfois les petits-enfants. Bon, récemment en France vient de sortir le journal d'un témoin très important qui s'appelait Kloukowski et qui racontait de façon très, très précise le sort fait aux Juifs dans la région de sa ville dans le sud de la Pologne. Il existe maintenant beaucoup de centres universitaires sur la civilisation juive, dont 2 sur la Shoah, des romans de jeunes écrivains qui maintenant, l'un des derniers par exemple, s'appelle La Nuit des Juifs vivants, qui fait remonter des ruines du ghetto de Varsovie les Juifs qui ont été enterrés dans ces ruines et qui reviennent à la surface dans ces habitats, pour ceux qui connaissent, qui sont totalement socialistes, un habitat totalement socialiste, terriblement gris et ennuyeux. Et il y a à côté de cet habitat maintenant un pôle commercial extrêmement important. Tout ça, c'est dans le périmètre du ghetto de Varsovie. Et on voit ces Juifs qui sortent des ruines et qui viennent hanter les Polonais. Enfin, bon, c'est ce genre de récit tout à fait intéressant qui montre cet intérêt pour ce passé et pour bon, c'est peut-être un peu de la mauvaise conscience aussi. Voilà un petit peu ce qui se fait en Pologne depuis une dizaine d'années et qui montre que ce passé juif est vraiment très centralement présent, pour le coup, pas du tout périphériquement. Tout cela sous la houlette de 2 publications d'un collègue américain qui s'appelle Ian Gross, que vous connaissez sûrement, dont les 2 publications ont bouleversé la Pologne. C'est un peu le Paxton polonais, si vous voulez. Un de ses ouvrages s'appelle Les voisins. Les voisins, qui s'adresse à l'histoire du massacre de toute la population juive, pratiquement, d'une bourgade de l'Est de la Pologne par ses voisins polonais. Et ce livre a été très intéressant puisqu'il a fait l'objet d'un déni d'une grande partie de la Pologne, de l'opinion polonaise, historiens compris, qui disaient comment nous qui avons été une nation occupée à la fois par les Allemands, à la fois par les Soviétiques, qui a tellement souffert et qui a tellement résisté, comment se fait-il que nous ayons aussi été les bourreaux d'autres Polonais, ou en tout cas d'autres citoyens polonais qui étaient les Juifs. Donc il y a une sorte de débat comme ça qui a été suffisamment important pour que l'État polonais prenne en compte ce débat et d'abord y répondre sur un plan historique en demandant à ce que les historiens officiels, entre guillemets, qui existaient dans ce pays d'histoire contemporaine puissent vérifier si ce qui était dit correspondait à une réalité, puisque ça s'appuyait sur un seul témoignage. Et ces historiens sont parvenus à la conclusion qu'il y avait non pas un village comme celui-là, mais qu'il y en avait une vingtaine, une trentaine, où les populations juives avaient été exterminées par leurs voisins polonais. Ce qui a posé des questions sur les historiens. Que font les historiens? Pose un autre auteur, une anthropologue fameuse, Joanna Tokarska, qui dit « Mais voilà, pourquoi n'avez-vous pas travaillé sur
sur un sujet aussi important. Vous, messieurs ou mesdames les historiens, est-ce que ce sujet n'était pas porteur? Est-ce qu'il n'était pas intéressant? Les sources étaient là. Pourquoi vous ne l'avez pas fait alors que vous pouviez le faire? Enfin, il y a eu tout un débat autour de la question du travail des historiens. Ce que je dis là ne s'adresse pas évidemment au groupe, à cette nouvelle école, entre guillemets, dont je viens de parler, dont d'ailleurs j'avais publié les actes dans en 2005, un grand colloque à la BNF où ces historiens étaient venus pour exposer leurs premiers travaux. Il y avait Marek Edelman qui était venu, il y avait aussi Simone Weil, Bartoszewski. Enfin, c'était un très grand colloque qui a été publié en 2009. Ça s'appelle Juifs et Polonais. 1939-2008, et je l'ai co-dirigé avec Annette Wiewiórka. Voilà un petit peu ce qui se fait. Alors, juste encore un mot sur l'autre livre de Jan Gross, qui lui aussi a provoqué un séisme dans le débat public. Ça s'appelle La peur. Les deux ont été publiés en français. Et le livre La peur est un livre très intéressant parce qu'il abolit la césure de 1945. C'est-à-dire que les thèses de Gross, qui me semblent justes, c'est que on ne peut expliquer les violences antisémites qui surviennent en Pologne après la guerre, le fameux pogrom de Kielce, où la Pologne s'illustre comme étant le seul pays après-guerre où un tel pogrom d'une telle sauvagerie a lieu. Et Gross dit, il ne faut pas chercher les raisons dans l'après-45, il faut aller les chercher dans la guerre et dans le permis de tuer des juifs qui existait du temps de l'occupation allemande et que les nazis avaient accordé aux populations locales pour comprendre ce qui s'est passé après la guerre en Pologne. Et je dois dire que les thèses de Gross, ainsi que la thèse les deux livres de Gross ont finalement fait basculer l'opinion d'une perception assez nationaliste et se présentant comme une nation innocente à quelque chose de différent, et on rejoint par là le paradigme dont parlait Sophie Ernst tout à l'heure, c'est-à-dire que le paradigme de la Shoah a progressivement investi aussi la Pologne, mais peut-être qu'on viendra sur cette question. J'utilise le mot de paradigme, bien que j'en sois pas bien convaincu, mais il est certain que maintenant, une majeure partie de l'opinion polonaise et aussi de ceux qui font les livres scolaires, les films, pensent de la manière dont ce Paxton polonais a fait bouger l'opinion polonaise. Alors, encore un mot. Bon, il y a beaucoup d'autres manifestations de ce Jewish Renewal, de ce renouveau juif en Pologne. Je n'en dis pas plus. Il y a des festivals, il y a de toutes sortes. Encore un mot sur le livre de Joanna Tokarska, sur cette historienne Joanna Tokarska. Son livre, elle a fait une grande enquête sur le meurtre rituel en Pologne. Il va sortir prochainement chez Albin Michel et ça s'appelle Les légendes du sang. C'est un livre très intéressant sur la mentalité justement des gens des petites villes et des campagnes. Encore un mot de méthode qui je crois est intéressant pour ceux qui font profession de sciences sociales. Deux témoignages, d'une certaine façon, ont bouleversé la perspective historiographique. Le témoignage de ce médecin de Klukowski dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un journal qui raconte les exactions commises par les paysans polonais justement et les habitants des petites villes en 1942 à l'égard des Juifs que les Allemands viennent arrêter, humilier et déporter vers le camp de Belzec. C'est un livre qui est sorti. Alors Klukowski écrit ça au jour le jour. Il le cache, il est directeur d'un hôpital, il cache son journal devant l'occupant. Et ce journal sort en 1959.
Il est perçu à l'époque comme étant un grand événement, mais il n'est pas perçu pour ce que nous le percevons aujourd'hui, c'est-à-dire comme un témoignage exceptionnel de l'extermination des Juifs de Pologne. Et il a fallu attendre les années 90 pour que le regard ait changé. Et qu'on se dise, mais voilà un document rarissime, puisqu'il existe très peu de témoignages, alors qu'il y a une multitude de témoignages en Pologne. La Pologne est un pays où la culture du témoignage, la culture de l'apport, des réponses aux émissions radio, aux journaux qui font des tas de propositions, racontez-moi votre village sous l'occupation. Il y a des tas de textes et de documents de mémoire, pour le coup, qui ont une grande tradition déjà d'avant-guerre et qui se perpétuent après la guerre et jusqu'à aujourd'hui. À aucun moment dans toute cette... Et j'en parle dans un de mes papiers là, relatif à cela, et notamment dans un livre que j'ai sorti et qui s'appelait La Pologne, les Juifs et le communisme il y a 2 ans, eh bien, où je m'interroge sur ce silence, pour le coup, à l'égard d'un événement que tout le monde a vu. Et cela, Lanzmann, dans son film, l'avait bien perçu, quelque chose, et même dans ses articles. Le génocide s'est passé au vu et au su de toute la population polonaise. À part quelques écrivains, on en parle assez peu. Et je vais encore revenir sur cette question. Et donc il y a un témoignage qui est percutant et qui pourrait provoquer un renouveau historiographique, puisqu'il est aujourd'hui, il a droit de citer. Et l'autre, c'est celui qui est dans Les Voisins, où Jan Gross, à partir du témoignage d'un seul témoin de massacre, que tout le monde connaissait, se demande, mais comment se fait-il que ce massacre était connu de toute la région, tout le monde le savait, les historiens qui balayent cette région n'en ont jamais entendu parler, il a fallu que ce soit un seul témoin qui nous permette d'autoriser un renouveau historiographique. Et il pousse même très loin sa thèse parce qu'il dit un témoignage de cette nature vaut beaucoup plus que des tas d'autres sources relatives à ce genre de massacre. Bon, ça se discute, mais en tout cas, il est vrai qu'à partir de ce dernier témoignage, eh bien, c'est tout un renouveau historiographique qui a été amorcé en Pologne. Alors, cette irruption des thèmes de la Shoah, donc je l'ai dit, est brutale, profonde. J'en viens à ma deuxième partie maintenant, et je pose la question, mais est-ce un retour du refoulé, hein, toujours pour rester dans le vocabulaire qu'utilise François Azouvi, si je ne me trompe pas, il me corrigera. Voilà. Alors, c'est là que les choses se corsent, parce qu'il faut revenir aux lectures de la Deuxième Guerre mondiale en Pologne, telles qu'elles ont été introduites après la guerre. Et je dirais qu'un faisceau de facteurs ne vont pas rendre la Shoah, la destruction des Juifs, perceptible aux yeux de ceux qui écrivent l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à l'opinion, pour le dire de manière rapide. Alors juste un mot quand même, il faut dire que la Pologne est un pays particulièrement dévasté par la guerre. 5 millions de citoyens polonais qui sont morts du fait de la guerre, du fait des 2 occupations, l'occupation allemande, l'occupation soviétique, 5 millions, dont 3 millions de juifs et 2 millions de citoyens polonais non juifs. C'est un pays dont la capitale a été détruite, dont les élites ont été détruites à la fois par les nazis qui éliminent dans les premiers mois de la guerre jusqu'à 50 000 instituteurs, médecins, professeurs, prêtres et autres, officiers. Et les soviétiques font pareil. Au cours de 4 déportations, le but, en fonction de l'occupation soviétique, qui est une occupation qui met en valeur les paysans et les ouvriers, et dont le but est donc d'éradiquer à la fois les élites économiques, sociales, et aussi d'éradiquer les traces de l'État polonais. C'est pour ça que beaucoup de fonctionnaires, de policiers, de soldats vont être déportés en Sibérie. Mais en tout cas, ça a pour effet d'éradiquer les élites, peut-être moins sauvagement que les nazis, mais ça a le même effet. Et donc, bon voilà, ça c'est un petit peu ce qui s'est passé en Pologne. Alors, la Shoah dans tout ça, quels sont... Alors, parmi ces faisceaux, j'en vois plusieurs. L'un de ces faisceaux, c'est que, du fait de cette dureté de la guerre, la perception de ce qui est fait aux Juifs
n'est pas tellement distinct de ce qui est fait au polonais. Il y a, disons, une différence de degré et non de nature. Et je suis, enfin bon, je ne vais pas parler de la France, mais je pense qu'il y a quelque chose qui... Enfin non, je vais y revenir après. Alors, surtout, se met aussi en place une lecture de ce qui s'est passé en Pologne, c'est celle de l'antifascisme. L'antifascisme est l'idéologie la plus répandue dans le monde qui se soviétise, qui est soviétisé, et c'est un cheval de Troie par lequel les élites soviétiques ou les élites polonaises qui sont, enfin j'emploie beaucoup le mot élite, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas cette perception de l'antifascisme, c'est donc un cheval de Troie qui permet au nouveau pouvoir pro-Moscou de le faire adhérer par ce qu'il espère être le maximum de pans sociaux, de maximum de gens dans la population. Et qu'est-ce que dit cet antifascisme? Il dit la chose suivante: nous avons été attaqués par les nazis, par le fascisme allemand, et si vous ne voulez pas que le fascisme revienne, le meilleur antidote au fascisme, c'est d'édifier un régime nouveau, c'est d'édifier le socialisme. Évidemment, cela permet aussi à ce discours de faire l'impasse sur les atteintes à la démocratie qui accompagnent la soviétisation de la Pologne. Et alors le meilleur exemple que j'utilise souvent, et ceux qui m'ont écouté déjà plusieurs fois le savent, donc je m'excuse auprès d'eux, mais le meilleur exemple de cette situation, c'est le musée d'Auschwitz. Le musée d'Auschwitz se met en place avec ce que va être le cheval de Troie par excellence de l'antifascisme. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un musée qui est le musée du martyr de la nation polonaise, et de l'autre côté, c'est un musée qui va être le musée par lequel l'antifascisme va être promu dans les expositions. Donc c'est le musée du martyr de la nation polonaise et des autres nations, c'est son titre exact. Et il se trouve que le musée d'Auschwitz, que le camp d'Auschwitz, est le plus grand cimetière polonais et le plus grand cimetière juif. Et les responsables du musée qui le mettent en place, ce sont les anciens survivants polonais du camp. C'est eux qui sont le fer de lance de ce dispositif dont ils perçoivent la portée symbolique, la topographie des lieux que tout le monde connaît, et ils en font ce musée qu'on connaît aujourd'hui et qui se met en place dès 1947. Et dans ce dispositif muséologique, ils associent les organisations juives. Et il se passe là quelque chose d'intéressant en 1947, c'est que les organisations juives, le reliquat d'organisations juives qui existent en Pologne, mais il y en a encore, il y a 250 000 juifs en 1947, 46, peut-être un peu moins en 1947 du fait d'un certain nombre de départs en 1946, mais enfin, il y a des organisations juives relativement puissantes dans la configuration de l'époque des organisations sociales du régime communiste. Eh bien, ces organisations juives sont donc invitées à participer, à donner leurs mots, leur point de vue sur une exposition, sur quelque chose à dire et à faire dans le musée d'Auschwitz, ainsi que dans les autres musées qui vont peut-être se mettre en place, Treblinka, Belzec. En tout cas, en ce qui concerne le musée d'Auschwitz, la direction leur dit, vous pouvez avoir une part d'un bout d'exposition, mais vos prétentions à en faire quelque chose de plus que ce que nous souhaitons n'est pas possible. Et je cite ce que dit la direction du musée dans une réponse aux organisations juives de l'époque, qui sont pourtant amis, ce ne sont pas des ennemis de classe, les organisations juives à l'époque, que le musée d'Auschwitz ne pouvait donner l'impression qu'Auschwitz est exclusivement une souffrance juive. Donc voilà déjà la concurrence des mémoires dont on a parlé avec le livre de Chaumont il y a une quinzaine d'années. On voit bien qu'elle existait déjà à l'époque dans la mise en place de l'idéologie antifasciste. Alors l'idéologie antifasciste, donc, je le dis rapidement pour ne pas abuser de ma parole, mais comment est-ce que ça va se traduire dans les faits du dispositif muséologique? Si on ne doit pas parler des Juifs, comment est-ce qu'on va parler des chambres à gaz?
Eh bien, les responsables du musée introduisent un système très simple, c'est l'anonymat des victimes. On ne sait pas qui sont ces victimes. Si j'ai encore un peu de temps, je vais juste citer ce que disaient par exemple certains panneaux dans le bloc 4, qui est toujours le bloc le plus important du musée d'Auschwitz et qui explique la question de la destruction. En réalité, aujourd'hui, ils le disent bien, c'est la destruction des juifs européens et des juifs polonais. Mais à l'époque, des convois entiers étaient dirigés vers les chambres à gaz, où, après sélection, une partie des individus était laissée en vie pendant quelque temps, les autres étaient assassinés. Donc une partie des individus, le parti pris de ne pas les nommer paraît clair, et c'est rédigé en plusieurs langues. Et par exemple, on avait relevé à l'époque une autre inscription. Dans ce bloc est réunie une partie des objets qui avaient jadis appartenu aux gens morts dans les chambres à gaz et qui ont été retrouvés après la libération du camp. Alors on ne sait toujours pas qui sont ces gens, et déjà Pierre Vidal-Naquet, dans son ouvrage, dans sa préface au livre de Marienstrass, qui est que je trouve un ouvrage remarquable à l'époque, mais dans son introduction à cet ouvrage, qui s'appelait des musées et des hommes, ça c'est l'ouvrage de Marienstrass, s'appelle Être un peuple en diaspora, et celui de Vidal-Naquet, son introduction, c'est Des musées et des hommes. Il avait relevé qu'il fallait deviner l'appartenance des gens dont les objets étaient exposés. Et puis, puisque ce sont les nations qui sont victimes, eh bien, le musée introduit des pavillons nationaux. Et dans ces pavillons nationaux, la plupart des récits sont des récits conformes à la geste antifasciste telle qu'elle a fonctionné pratiquement jusqu'à la fin du régime communiste. Tout ça est obsolète aujourd'hui, mais a beaucoup fonctionné, y compris à la Fondation Auschwitz, jusqu'en 91-92, puisque j'avais eu un débat avec eux sur ces questions, avec les responsables de la Fondation à l'époque. Alors, ce que je dis là se retrouve massivement dans les manuels scolaires. Ce que je dis là à propos du musée d'Auschwitz se retrouve dans les manuels scolaires. Voilà comment on introduit l'oubli. On introduit l'oubli. On ne sait plus qu'il y avait des juifs au musée d'Auschwitz, où on le voit très très peu. Et dans les manuels scolaires, on ne sait plus très bien qu'il y avait des juifs aussi dans l'histoire de Pologne, sauf sur la question du ghetto de Varsovie, que l'on expose toujours, parce que le ghetto, c'est une révolte, c'est une révolution, c'est une insurrection, et on aime la résistance, l'antifascisme aime la résistance, et il ne va pas s'attarder sur les collabos dans son écriture historiographique ou historique. Et c'est une autre manière d'organiser l'oubli que de capter, par exemple, l'insurrection du ghetto de Varsovie au profit de la nation polonaise. On le polonise. Les responsables de l'époque polonisent l'insurrection du ghetto de Varsovie en disant voilà une insurrection de plus que nous avons eue, nous, nation polonaise, nous qui sommes le phare des insurrections. Eh bien, là aussi, nous avons encore réussi à mener une insurrection, ce qui permet d'ailleurs de dénoncer l'insurrection de 1944, parce que celle de l'insurrection de la ville de Varsovie contre les occupants allemands, car la question de l'insurrection de 1944 a fait l'objet d'un débat politique et donc d'une manipulation où cette mise en perspective positive du ghetto de Varsovie doit être mise en situation inversée avec celle dont les autorités veulent jeter l'opprobre sur l'insurrection de 1944. On la discrédite de cette manière-là. Et puis, bien évidemment, les autorités de l'époque, les autorités communistes de l'époque, pour se légitimer, c'était un des instruments de légitimation, il y en a eu plusieurs, j'en ai encore pour quelques minutes et je termine, mettent en avant le martyre de la nation polonaise. Il n'y a pas plus nationaliste que les communistes polonais quand ils construisent leur État. Je veux dire, j'en parle aussi dans mon papier, mais c'est une nation qui se met en route avec les communistes en tête, et cette nation qui se met en route, elle doit mettre en avant ses martyrs, et il n'y a pas de place pour deux types de martyrs. Et juste pour répondre encore sur la question posée au départ par François Azouvy et que je trouve très intéressante, c'est celle de savoir, mais alors on savait rien ou on savait quelque chose sur le génocide des Juifs? Alors on savait tout.
Et donc là, je rejoins ce qu'il écrit, c'est qu'au fond, en Pologne, on savait tout sur le génocide des Juifs dès le début, et c'est écrit. Donc, pour paraphraser un peu son propos, on ne peut pas dire qu'on ne savait rien sur la Pologne. Si vous nous dites que, d'un côté, je dis, vous organisez l'oubli, mais de l'autre côté, vous nous dites, mais comment, mais tout est écrit noir sur blanc, alors on ne peut pas dire qu'il y a eu défoulement, refoulement, enfin tout ça n'existe pas. Si, il y a quand même organisation de l'oubli, c'est que l'histoire de la destruction des Juifs en Pologne s'écrit dans les revues des structures juives qui existent. Donc, il se met en place un institut historique juif, c'est l'institut historique juif qui va raconter l'histoire des Juifs. Ça ne sort pas, et ça, il y a quand même une petite ressemblance un peu avec ce qui se passe en France, me semble-t-il, ça ne sort pas de l'univers juif. Ça reste cantonné là, et là, il y a voilà, quelque chose qui alimente l'occultation. Nous sommes dans des sphères séparées, et pour que cette sphère séparée sorte de son isolat, eh bien, il faut un petit peu de démocratie et probablement de paradigme, comme dirait Sophie. C'est-à-dire, ce paradigme, c'est-à-dire, moi je pense que tout simplement le retour de la mémoire ou la venue de la mémoire telle qu'elle s'opère dans les années 80, elle va alimenter la Pologne aussi à travers 3 polémiques qui vont faire éclater le retour de ce passé. L'une de ces polémiques, c'est le Carmel d'Auschwitz, où les Polonais ne comprennent rien de ce qui se passe au départ. Parce qu'ils sont tellement habitués à ce que le camp d'Auschwitz soit un camp de victimes polonaises que cette prétention juive à vouloir judaïser Auschwitz est pour eux totalement incompréhensible. Il faudra du temps pour que la chose s'inverse. Ça a mis 10 ans d'ailleurs. L'autre polémique, c'est celle de Shoah, le film, qui sort en Pologne, qui fait l'objet d'une très très grande polémique, à la fois publique et clandestine, dans la presse clandestine de l'époque. Ensuite, il y a un universitaire qui s'appelle Blonsky, qui a aussi écrit un article qui est sorti en 87. Le régime se libéralise, donc on peut déjà écrire ce genre d'article, où il fait, pour la première fois, la question de la co-responsabilité polonaise au génocide est posée. Celle que pose Jan Gross et tous les historiens dont j'ai parlé au début. Alors je dirais, voilà, ce sont des mécanismes, je ne sais pas s'ils se correspondent ou pas, dans une certaine mesure, oui, ça peut se discuter, il faut voir, parce que je pense que les phénomènes de mémoire sont quand même, traversent toute l'Europe aussi, et que l'antifascisme domine la France. Je ne voudrais pas abuser de la parole, mais sur la France, les manifestations décrites, je ne sais pas si c'est dans les livres de Françoise Ouvy, mais telles que les décrit Gérard Namer dans son livre, on voit bien que les manifestations d'après-guerre mettent toujours les déportés raciaux à la fin des manifestations et que c'est toujours l'alliance gaulo-communiste qui se propulse avant, les résistants. Et c'est le même phénomène que dans l'antifascisme polonais ou soviétique. Donc là, il y a vraiment des correspondances avec l'antifascisme. Après, c'est autre chose. Bon, j'arrête là. Merci.